Dans cette vidéo, je vais traiter des conventions fiscales internationales en 10 questions-réponses. Une convention fiscale internationale est un accord bilatéral entre deux pays et l'ensemble des conventions fiscales internationales forment ce que l'on appelle le droit conventionnel. Les conventions fiscales internationales permettent d'éliminer les doubles impositions des revenus entre les deux pays signataires, de lutter contre l'évasion et la fraude fiscale, et enfin de protéger les personnes contre les discriminations qui seraient liées à la nationalité. En France, nous avons la chance d'avoir un des réseaux conventionnels les plus denses au monde, mais dans certains cas, certains pays ne sont pas couverts. En l'absence de convention fiscale, cela signifie simplement que chaque pays est libre d'appliquer sa législation fiscale interne sans restriction. Et bien entendu, cela peut conduire à des risques de double imposition des revenus. Dans un premier bloc, on va retrouver les articles introductifs qui sont des précisions sur le champ d'application de la Convention, comme les personnes, impôts et territoires visés, avec également des définitions des termes utilisés par la Convention. Ensuite, deuxième bloc, on va retrouver les règles de répartition du droit d'imposition en fonction de chaque catégorie de revenus envisageables. Troisième bloc, on va retrouver des précisions sur les règles d'élimination des doubles impositions. Dans un quatrième bloc, on va retrouver les dispositions terminales. Et enfin, dans un dernier bloc, on va éventuellement retrouver un protocole qui va préciser certaines dispositions de la convention fiscale, ce protocole ayant la même valeur juridique que la convention fiscale internationale. En matière d'élimination des doubles impositions, il faut commencer par regarder les règles de répartition du droit d'imposition du revenu considéré prévues par la convention fiscale. Dans le premier scénario que vous voyez à l'écran, les revenus d'une personne résidente fiscale d'un État tirent entièrement leur source dans l'État de résidence. Dans ce cas-là, les revenus sont entièrement imposables dans l'État de résidence fiscale, ce qui est logique car nous ne sommes pas dans une situation de mobilité internationale, car l'État de résidence fiscale et l'État source ne font qu'un. Là où nous avons des sujets de double imposition, c'est dans le scénario 2, lorsque des revenus d'une personne résidente fiscale d'un État tirent en partie ou entièrement leur source dans l'autre État contractant. Et dans ce scénario, nous avons plusieurs sous-scénarios. Le scénario A, la convention fiscale donne à l'État de résidence fiscale le droit de pleinement imposer les revenus qui tirent leur source de l'autre État contractant. Dans ce cas-là, il n'y a pas de double imposition puisque les revenus sont 100% imposables dans l'État de résidence fiscale après application de la convention qui vient retirer à l'État source le droit d'imposer ses revenus au profit de l'État de résidence. Ensuite, scénario B, la convention fiscale donne à l'autre État contractant le droit de pleinement imposer les revenus qui tirent leur source de cet autre État contractant. Dans ce cas-là, dans l'État de résidence fiscale, il va y avoir un des trois mécanismes suivants qui va permettre d'éliminer la double imposition. Premier mécanisme, on va pouvoir appliquer un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt étranger, c'est un crédit d'impôt réel. Deuxième mécanisme, on va appliquer un crédit d'impôt égal à l'impôt qui aurait été dû dans l'État de résidence fiscale, si jamais les revenus étrangers étaient pleinement imposables dans l'État de résidence. C'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt fictif. Et enfin, troisième mécanisme, il va y avoir une exonération des revenus de source étrangère dans l'État de résidence fiscale, mais avec application de la règle dite du taux effectif. En application de cette règle, il faut tenir compte de l'impact des revenus de source étrangère sur le taux moyen d'imposition applicable dans l'État de résidence, taux moyen qui par hypothèse serait appliqué sur les autres revenus du foyer qui resteraient pleinement imposable dans cet état de résidence. Et enfin, scénario C, la convention fiscale peut prévoir un partage d'imposition du revenu considéré entre l'état de résidence et l'autre état contractant. Et dans ce cas-là, généralement, la convention va prévoir que l'état d'où provient le revenu en question va pouvoir appliquer une retenue à la source à un taux limité prévu par la convention fiscale. Et du côté de l'état de résidence, il va y avoir droit à un crédit d'impôt égal à cette retenue à la source pour éviter que le revenu soit doublement imposé dans l'état de résidence fiscale. La hiérarchie des normes désigne l'ensemble des normes qui composent un système juridique avec un classement hiérarchisé. C'est-à-dire qu'une norme doit toujours respecter la norme de niveau supérieur. Et donc, en cas de conflit entre deux normes, la norme de niveau supérieur
va toujours prévaloir contre la norme de niveau qui lui est subordonnée. Comme vous pouvez le constater sur l'image qui s'affiche à l'écran, le bloc conventionnel qui inclut les conventions fiscales internationales est notamment supérieur au bloc législatif. Cela signifie que les conventions fiscales ont une autorité supérieure à la loi, ce qui résulte de l'article 55 de la Constitution qui précise que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. En lien avec le principe de la hiérarchie des normes que nous venons de voir, il y a une subtilité qui a été introduite par le Conseil d'État qui a institué le principe dit de subsidiarité des conventions fiscales internationales. Ce principe de subsidiarité a été notamment rappelé de façon expresse et solennelle dans un arrêt d'assemblée Schneider Electric, dont je vous ai reproduit à l'écran le considérant qui est important. Selon ce principe, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention bilatérale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l'imposition contestée a été valablement établie et ensuite seulement, dans l'affirmative, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Les conventions fiscales internationales peuvent parfois donner lieu à des difficultés d'application. Et pour résoudre ces difficultés, généralement les conventions fiscales contiennent une clause de procédure amiable qui va permettre à un contribuable de saisir les autorités fiscales de son état de résidence pour que ces autorités de l'état de résidence prennent contact avec les autorités de l'autre état contractant dans le but de trouver une solution amiable au problème qui est posé. Et à ce sujet, je voudrais partager avec vous un dossier que j'ai eu à traiter par le passé. Dans ce dossier, un salarié était imposé sur 100% de sa rémunération en Suisse, du fait que côté suisse, il considérait qu'il y avait un employeur économique sur place, avec par ailleurs une prise en charge du coût de la rémunération par l'entité suisse. Là où nous avions un souci, c'est que du côté de la France, l'administration fiscale entendait imposer 100% de la rémunération du fait que ce salarié avait un employeur juridique en France et que par ailleurs, ce salarié était sous bulletin de paie français. Je précise qu'au moment où j'ai récupéré ce dossier, on était à un stade avancé de la procédure et que la position finale des autorités françaises était d'imposer 100% de la rémunération, malgré le fait que cette rémunération ait déjà été entièrement imposée en Suisse. Nous étions donc clairement dans une problématique de double imposition, avec donc un possible recours à la procédure amiable, et voire même un risque d'action en justice si aucune solution amiable n'était trouvée. Et donc dans ce dossier, il y avait une problématique de délai à prévoir en cas de mise en œuvre de la procédure amiable, plus une problématique de trésorerie si la France imposait la totalité de la rémunération déjà imposée en Suisse, plus un risque d'action en justice si la procédure amiable ne permettait pas de trouver une solution, et en toile de fond, en tenant compte du coût lié à la procédure amiable et une éventuelle action en justice. Et à partir de là, j'ai fait une tentative de désamorcer le dossier par l'envoi d'un email à l'inspecteur des impôts en charge du dossier en France, en reprenant les arguments juridiques pour démontrer que la rémunération était bien imposable en Suisse, en apportant la preuve que le coût de la rémunération était rechargé de l'employeur juridique en France vers l'entité suisse. Également, j'ai indiqué à cet inspecteur avoir connaissance de rescrits selon lesquels d'autres services des impôts en France reconnaissaient la notion d'employeur économique et également en indiquant à cet inspecteur que le client était déterminé à obtenir gain de cause via le recours à la procédure amiable et éventuellement à engager une action en justice. Et suite à cet email, j'ai eu un échange téléphonique avec l'inspecteur des impôts qui m'a indiqué devoir faire le point en interne avec sa hiérarchie et dès le lendemain, j'ai eu la bonne surprise de recevoir un email par cet inspecteur indiquant que la totalité de l'imposition envisagée faisait l'objet d'un dégrèvement. Et donc, la conclusion de cette histoire, c'est que parfois il est possible en pratique de désamorcer une situation qui en théorie aurait nécessité de faire appel à une procédure amiable et voire même à un recours contentieux. Les conventions fiscales internationales sont à lire de façon très précautionneuse pour éviter toute mauvaise lecture qui pourrait conduire à des erreurs susceptibles d'être remises en cause par les autorités fiscales des pays concernés. Parfois, on peut se trouver dans des situations carrées, ne laissant pas ou peu de place au doute sur la façon d'interpréter et d'appliquer les conventions fiscales internationales. Mais parfois également, il peut y avoir place au doute sur la façon d'appliquer et d'interpréter les conventions fiscales internationales. Et en cas de doute, les points de vigilance essentiels, c'est de s'assurer que les positions fiscales
entre les deux pays concernés soit cohérente et symétrique. Cela concerne notamment la position sur la résidence fiscale du collaborateur concerné, ensuite sur le droit d'imposer la rémunération entre les deux pays concernés, et enfin sur la quote-part qui revient à chaque État en matière de droit d'imposition de la rémunération. Cette vidéo est terminée et pour la prochaine vidéo, j'aborderai l'article 15 de la Convention fiscale modèle OCDE qui fixe les règles applicables en matière de droit d'imposition de la rémunération des collaborateurs qui sont en situation de mobilité internationale.